Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. On va être ensemble pour 45 minutes, donc une demi-heure de présentation et 15 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat, peut-être pendant la conférence, et on y répondra à la fin. Avant de démarrer, je vais vous présenter rapidement l'association des acteurs de la finance responsable, puisque c'est à titre de membre de cette association que je fais cette présentation aujourd'hui. Donc c'est une association qui, comme son nom l'indique, rassemble différents professionnels qui travaillent dans la finance responsable et qui ont tous des profils assez différents. Il y a à la fois des conseillers en gestion de patrimoine, des personnes qui travaillent dans des sociétés de gestion, des personnes qui sont aussi en entreprise. Par exemple, Olivia Blanchard qui est ici, qui est compliance officer, donc qui a vraiment un poste assez transversal, qui n'est pas purement de la finance responsable, mais elle participe évidemment à faire grandir la finance responsable. Et le thème qu'on a choisi de présenter aujourd'hui, c'est les enjeux sociaux, puisque quand on parle de finance responsable, on pense tout de suite à la finance verte, mais pas forcément aux enjeux sociaux qui sont liés à la finance durable. Donc c'est ce thème qu'on va explorer, et vous allez voir, c'est à la fois intéressant et en même temps, il y a beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Alors, la première chose que je vais faire, c'est peut-être vous expliquer ce qu'on entend par finance responsable, et aujourd'hui, on va plus particulièrement parler d'investissement responsable et de critères sociaux dans ce cadre. La définition la plus simple de l'investissement responsable qu'on peut faire, c'est tout simplement un investissement, une finance qui va concilier la performance économique et l'impact social et environnemental. En fait, il y a différentes manières de voir les enjeux sociaux dans la finance responsable. Il y a une manière solidaire, puisqu'il y a tout un pan de la finance responsable qui est une finance solidaire dans laquelle on va partager ses revenus de placement avec des associations, des fondations, etc. Mais il y a aussi une autre manière qui est certainement la plus répandue aujourd'hui, qui est de considérer les critères sociaux tout simplement comme des critères qui vont être au service de la performance des entreprises. Et donc, dans ce cadre-là, on va parler de critères qui sont généralistes, qui ne vont pas forcément être dans des secteurs avec une vocation sociale, mais qui vont être dans tous les secteurs d'activité. Donc, les placements ISR, donc pour investissement socialement responsable, qui vont prendre en compte ces critères sociaux, ce sont généralement des fonds qui vont se retrouver ensuite dans vos assurances-vie, dans vos produits d'épargne retraite, dans vos produits d'épargne salariale. Donc c'est vraiment des placements auxquels vous allez être confrontés tout au long de votre vie d'épargnant et d'investisseur. Les enjeux sociaux qui sont pris en compte dans l'ISR aujourd'hui, ils sont nombreux. Là, j'ai mis quelques exemples qui sont assez courants, comme par exemple le turnover, le taux d'accident du travail, le taux d'absentéisme. Donc des choses qui sont souvent assez simples en fait à mesurer. Ça, c'est des critères qui sont aujourd'hui considérés comme des critères assez faciles à récupérer par les acteurs de la finance qui vont analyser les entreprises à travers ces critères pour construire leur portefeuille. Ces fonds généralistes, ils peuvent aussi choisir d'avoir une thématique plus sociale. C'est le cas notamment des fonds par exemple spécialisés dans la santé, dans l'éducation. Mais aujourd'hui, les fonds thématiques sociaux, ils sont assez peu nombreux sur le marché. On a une trentaine de fonds à thématique sociale seulement aujourd'hui, contre une centaine de fonds à thématique environnementale, alors que ce sont des thématiques qui sont assez appréciées des épargnants. Là, je vous ai mis un petit sondage qui a été fait par IFOP pour le Forum de l'investissement responsable et Vigeo Eiris, qui montre les principales préoccupations des investisseurs responsables. Et on voit que les problématiques sociales sont en tête, puisque c'est l'emploi qui est la première préoccupation des investisseurs, suivi de la pollution qui, là, est une thématique environnementale, mais on a quand même les droits humains, le bien-être au travail, le développement économique local, l'égalité homme-femme et la lutte contre la pauvreté qui sont parmi les priorités des investisseurs. Donc d'un côté, on a
des critères sociaux généralistes qui sont assez bien intégrés aujourd'hui par le monde de la finance. On a peu de fonds thématiques sociaux, mais on a une forte appétence des investisseurs pour les enjeux sociaux. Alors pourquoi il y a une différence telle entre les envies des investisseurs et la structure du marché aujourd'hui? C'est tout simplement parce que les données sociales sont assez compliquées à récupérer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait certaines données qui commençaient à être vraiment utilisées de manière assez globale. Et en fait, ces données, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont faciles à mesurer. C'est facile de mesurer, par exemple, combien d'heures les salariés ont été formés dans une année. C'est facile de calculer combien de salariés sont partis au bout de combien de temps d'une entreprise. Mais dès qu'on va vouloir une donnée un petit peu plus fine, eh bien, ça va être un petit peu compliqué de l'obtenir. Donc on va explorer ensemble cette problématique des données sociales, d'abord en Europe, puisque quand même les fonds qu'on a en France, ils sont majoritairement européens. Et il existe aujourd'hui en fait une obligation de reporting extra-financier pour les entreprises européennes. Et cette directive, elle les oblige à publier des données sociales. Donc ça déjà c'est intéressant pour nous. Ce qu'il faut noter toutefois, c'est que cette directive, elle concerne seulement les sociétés cotées qui ont plus de 500 salariés et qui ont un bilan supérieur à 20 millions d'euros ou un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros. Et elle concerne aussi d'ailleurs les sociétés non cotées ayant plus de 500 salariés et plus de 100 millions de bilan. Donc ça peut paraître assez inclusif comme seuil, mais ça n'est pas tant que ça. En fait, on arrive vite en dessous des seuils qui obligent les entreprises à faire ces reportings extra-financiers. Et je vous ai mis en dessous un exemple qui est celui de McPhy Energy. Alors, c'est une entreprise qui est très bien, c'est pas du tout pour la critiquer, mais c'est plutôt pour illustrer mon propos. En fait, c'est une entreprise qui fait partie du SBF 120. Donc, c'est quand même censé être une des 120 entreprises les plus importantes en France, en tout cas des entreprises cotées. Sauf que cette entreprise, eh bien, elle n'atteint pas ses seuils. Elle a moins de 500 salariés, elle réalise un chiffre d'affaires de moins de 40 millions d'euros et elle a un bilan de moins de 20 millions d'euros. Du coup, elle ne va pas être soumise à ces obligations de reporting, alors que potentiellement, elle va se retrouver dans plein de fonds d'investissement. Alors, elle a quand même fait pas mal d'efforts, d'ailleurs, en termes de reporting, mais par exemple, on ne retrouve pas de données sur l'emploi de personnes en situation de handicap. Sachant que la directive européenne, elle oblige donc ces entreprises à divulguer des données sociales, mais c'est seulement si ces données sont considérées comme pertinentes par rapport à leur activité. Donc ça laisse quand même aussi une liberté aux entreprises d'accepter ou non de divulguer certaines données sociales. Donc déjà en Europe, même si c'est encadré, on peut avoir un accès qui est quand même assez difficile à la donnée concernant les critères sociaux des entreprises. Dans le monde, c'est une autre histoire, puisque déjà il y a des différences culturelles. Rien que sur la question du travail, du marché du travail, ça ne va pas du tout être les mêmes façons de fonctionner, par exemple en France ou aux États-Unis ou au Japon ou en Inde, en Chine, en Amérique du Sud. Donc ça va être de plus en plus compliqué de comparer des données. Par exemple, si on choisit de faire un fonds sur la thématique du bien-être au travail, eh bien, comment on va mesurer le bien-être au travail en France versus au Japon, qui ont des cultures complètement différentes de travail. Donc là, déjà, ça pose des questions de comparabilité qui sont assez compliquées. Il y a aussi, bien sûr, des questions de droit du travail qui est très différent d'un pays à l'autre. Donc, il va y avoir des entreprises qui pourront agir en toute légalité dans un pays, mais ces pratiques ne seraient pas légales en Europe, par exemple. Il y a un autre point qui est intéressant quand on parle des données sociales, c'est comment on fait pour les récupérer. Puisque donc, il y a bien sûr les obligations réglementaires dont j'ai parlé, dont nous on dispose en Europe, mais quand on n'a pas de données et qu'on est un fonds d'investissement, qu'on est une société de gestion, eh bien on fait appel à des agences de notation extra-financières. Alors,
On fait d'ailleurs appel à elles également quand on a des données. La plupart des sociétés de gestion françaises font appel à des agences de notation extra-financière. Et le rôle de ces agences de notation, ça va être exactement comme pour des agences de notation de crédit comme Moody's, Standard & Poor's, etc., de donner des notes aux entreprises. Sauf que ces notes, elles vont être données en fonction de leur performance extra-financière, donc sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et on peut se demander comment sont récupérées ces données sociales par les agences de notation. Déjà, il faut savoir qu'il y a une très forte représentativité des États-Unis sur ce marché et qu'il y a beaucoup d'agences de notation financière européennes, européennes, qui ont été rachetées par des Américains. Donc déjà, on pourrait se demander s'il n'y a pas une influence culturelle américaine dans le fonctionnement de ces agences de notation. Et ensuite, on a une donnée qui est intéressante qui provient en fait d'une étude du MIT sur la corrélation des notes extra-financières produites par ces agences. Et là, donc, je vous ai mis ce chiffre en gros qui est 0,61. En fait, une corrélation parfaite, donc, qui correspondrait au fait que les agences soient d'accord entre elles, ça serait le chiffre 1. Et là, on a 0,61, donc ça veut dire qu'en gros, il y a une divergence qui est quand même assez importante entre les notations des 5 plus grosses agences de notation extra-financière mondiale. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'en fonction de à qui on va faire appel, on n'aura pas la même note. Alors pourquoi il y a autant de divergences? En fait, c'est dû à plusieurs facteurs qui sont tous intéressants parce qu'ils vont s'appliquer aussi après à la manière dont les sociétés de gestion vont pouvoir tout simplement gérer leur portefeuille, construire leur portefeuille. La première source de divergence, qui est la moins importante, c'est ce qu'on appelle le scope. Donc c'est tout simplement est-ce que certains critères vont être inclus ou pas dans l'analyse de l'agence. Ça peut être par exemple, une agence va inclure le lobbying, les pratiques de lobbying d'une entreprise dans sa note globale, alors qu'une autre ne le fera pas. Donc déjà, elles ne vont pas noter sur la même base de critères. La deuxième source de divergence, c'est la pondération. Et ça, c'est important puisque ça veut dire qu'en fonction du poids qu'elles vont donner à tel ou tel critère, eh bien, la note va être différente. Et ça, c'est un critère qui est très important, même en tant qu'investisseur, puisque chaque société de gestion qui va construire un fonds d'investissement responsable, eh bien, va avoir ses priorités. Donc certains vont, par exemple, donner une pondération plus importante à l'égalité homme-femme, alors que d'autres vont donner une pondération plus importante à l'emploi de personnes en situation de handicap, en fonction de leurs convictions et en fonction du message qu'ils veulent passer à travers leur fonds. Et la dernière source de divergence, qui est la plus importante, enfin celle qui est la source du plus grand nombre de divergences, ce sont les indicateurs de mesure. Là, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que pour mesurer un même critère, les agences ne vont pas forcément utiliser les mêmes indicateurs. Donc, par exemple, si on veut mesurer la fidélité des salariés dans une entreprise, eh bien, l'agence 1 va utiliser le turnover comme indicateur, alors que l'agence 2 va utiliser l'ancienneté, par exemple. Donc, en fait, on mesure le même critère, mais pas avec les mêmes indicateurs. Alors, tout ça, c'est très académique comme analyse, mais ce que je vous propose, c'est peut-être de passer à la pratique pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe concrètement dans les fonds et comment on peut mettre en place soit une thématique sociale, soit prendre en compte des critères sociaux dans la vie d'un fonds. Donc, je vous ai préparé quelques exemples pour vous montrer en fait à différents stades de la vie d'un fonds comment on peut intégrer des données sociales. Et vous allez voir que la conviction du gérant, l'approche de la société de gestion et ses priorités
ont beaucoup d'importance, évidemment, quand on parle d'un fonds qui intègre des problématiques sociales. Donc le premier fonds duquel je vais vous parler, c'est le fonds Inclusion Responsable de la Financière Responsable. Et ça, c'est un fonds qui est thématique et qui est spécialisé en fait dans l'investissement dans les entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est que ils sont partis d'un constat qui est que sur le marché, il y a peu de données sur l'emploi de personnes en situation de handicap. Il y a des seuils en fait légaux. On est obligé d'employer un certain pourcentage de personnes handicapées dans son entreprise en France. Mais à part ce pourcentage, on n'a pas forcément beaucoup de données. Donc eux, ils ont pris le problème en amont en essayant de créer leur propre base de données sur cette thématique pour nourrir leur fonds et pour continuer à le faire vivre, à faire des arbitrages, etc. tout au long de la vie du fonds. Donc ils ont tout simplement envoyé un questionnaire à toutes les entreprises de leur univers d'investissement et ils ont utilisé les réponses obtenues pour construire leur portefeuille. Ce questionnaire, il va s'intéresser à des données à la fois quantitatives, comme par exemple ce pourcentage de personnes employées dont je vous ai parlé, mais aussi à des données qualitatives. Donc par exemple, dans les questions qu'ils vont poser, il va y avoir: est-ce que l'entreprise prend en compte les problématiques d'ergonomie ou d'accessibilité ? Par exemple, en mettant des rampes au lieu des escaliers pour les salariés qui seraient en situation de handicap. Ou encore, est-ce que l'entreprise encourage les salariés à se déclarer ? Puisqu'en fait, certains salariés ont peur de déclarer leur handicap à cause des problématiques de discrimination. Donc si l'entreprise est proactive sur le sujet du handicap, elle devrait mettre en place des process pour encourager les employés à déclarer leur handicap et les aider à vivre avec leur handicap en entreprise. Donc ça, c'est un exemple de comment faire pour obtenir des données sociales en amont et évidemment continuer à les récolter tout au long de la vie du fonds. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est le fonds Happy at Work de Sycomore Asset Management. Et ce fonds, il est intéressant, c'est aussi un fonds thématique sur le bien-être au travail. Et c'est un fonds mondial, donc il investit dans des entreprises qui sont partout dans le monde, mais surtout sur les marchés développés. Et si je les ai choisis, eux, c'est pour vous parler de la gestion des controverses. Puisque les controverses, en fait, c'est tout simplement quand l'entreprise est prise la main dans le sac d'avoir fait une action négative, et elle doit gérer cette controverse. Donc ça peut être par exemple quand on parle de controverse environnementale, une problématique de pollution. Ça peut être quand on parle de gouvernance, une problématique liée à des malversations ou à une affaire de corruption. Et là, dans notre cadre social, on va plutôt parler, par exemple, un plan social, ça peut être une controverse. Mais là, dans le cas de Sycomore, ça concerne Google. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait eu quelques affaires de harcèlement sexuel chez Google. Et du coup, Sycomore, à l'époque, était investi dans Google pour son fonds Happy at Work. Et ce qu'ils ont fait pour gérer cette controverse, c'est qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle un dialogue actionnarial. Donc, ils ont contacté les équipes de Google pour leur dire, voilà, on a vu qu'il y avait un problème de harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter que ça se reproduise ? Là, Google leur a répondu qu'ils avaient mis en place des process pour éviter, etc. etc. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ce cas-là, 6 mois plus tard, il y a eu de nouvelles affaires de harcèlement sexuel au sein de Google. Et donc, Sycomore a pris la décision de se retirer de l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant puisque ça montre que quand il y a une controverse sociale, eh bien, elle doit être gérée par la société de gestion. Mais une controverse, ça ne veut pas forcément dire qu'on va immédiatement se retirer de l'entreprise. Ça veut dire qu'on va essayer de comprendre les causes de cette controverse et de voir si on peut tout simplement rétablir la situation, mettre en place des choses dans l'entreprise pour éviter qu'à l'avenir, il y ait de nouvelles controverses similaires qui apparaissent. Troisième exemple, c'est le fonds de Mirova qui s'appelle Insertion Emploi Dynamique. Et lui, en fait, son objectif, ça va être d'investir dans des entreprises qui vont créer de l'emploi. Et il est assez intéressant puisque c'est un fonds qui est multilabellisé. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de fonds qui soient plus labellisés que lui en France, puisqu'il a 4 labels. Et tous ces labels ont
leurs propres critères sociaux. Donc le label ISR, il va avoir des exigences sociales par rapport à ces critères généralistes dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire qu'il va devoir prendre en compte les critères sociaux comme le turnover, la formation des salariés, l'image de la marque employeur, etc. Le label France Relance, c'est un nouveau label qui a été créé pour en fait permettre d'identifier les fonds qui contribuent à la relance économique, donc qui investissent dans des PME et des ETI créatrices d'emplois, qui correspondent tout à fait à la vocation du fonds. Le label Finansol, c'est un label de finance solidaire, puisqu'en fait, ce fonds-là, c'est un fonds solidaire. Il a 90% de son encours qui est investi dans des entreprises cotées et 10% qui est investi dans des entreprises non cotées, qui sont des entreprises solidaires. Et enfin, il a le label CIES, qui est un label d'épargne salariale. Et donc ce label, il a aussi des critères sociaux à respecter, en plus du fait que l'épargne salariale, ça est de base une vocation sociale. Donc les labels, ça peut être aussi un moyen de montrer qu'on prend en compte tout simplement des critères sociaux dans son allocation. Et le dernier exemple dont je vais vous parler, c'est le fonds éducation de CPR Asset Management, qui est encore une fois un fonds thématique. Et là, en fait, c'est pour vous parler de quelque chose qui vient a posteriori, c'est-à-dire qu'ils font des rapports d'impact pour ce fonds. Donc dans ces rapports d'impact, ils vont tenter de dresser un bilan de l'impact qu'ils ont pu avoir grâce au fonds, qui donc a une vocation sociale. Donc ce qu'ils ont choisi par exemple comme indicateur, c'est le nombre d'heures d'enseignement dispensées grâce aux entreprises dans lesquelles ils ont investi, ou le nombre d'élèves qui ont eu accès à un enseignement grâce à ces entreprises. Donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser la donnée sociale pour communiquer auprès de leurs investisseurs et leur expliquer quel impact ils ont pu avoir grâce à leur investissement dans ce fonds social. Pour terminer, je vais faire une petite ouverture sur le marché de l'immobilier, puisque depuis l'automne dernier, les fonds immobiliers sont éligibles au label ISR et ça fait déjà quelques années qu'ils travaillent pour intégrer des critères environnementaux et sociaux dans ce secteur qui a quand même des particularités. Et donc, je vous ai mis quelques exemples de critères sociaux qui peuvent être pris en compte par des fonds immobiliers. Donc, quand on dit fonds immobiliers, on va parler surtout des SCPI et des OPCI. Donc, parmi ces critères, on a le bien-être et le confort des usagers, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Les services qu'on va offrir aux usagers, donc par exemple, dans un immeuble d'habitation, quand on parle de services, ça peut être la présence d'un local à vélo ou de recharge de bornes électriques, par exemple. Et quand on parle d'un immeuble de bureau, ça peut être une crèche, un parking, ça peut être plein de choses. La mobilité et l'accessibilité, ça on en a déjà parlé quand on parlait des personnes handicapées, et bien évidemment c'est la même chose pour le bâtiment, le secteur du bâtiment. Et il y a aussi tout le secteur du logement social qui, bien sûr, est en croissance et qui donne des opportunités immenses pour pouvoir investir avec une vocation sociale. Je vais terminer sur ce petit extrait d'une étude de Bank of America qui a été publiée quelques semaines après le début de la crise du Covid en 2020, qui a montré que donc, les fonds et les entreprises les mieux notées sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance avaient surperformé le marché depuis le début de l'année, donc c'était fin mars, et que en fait, parmi les facteurs qui faisaient que les entreprises les plus responsables étaient les plus résilientes, il y avait notamment les facteurs sociaux, parce que tout simplement, quand les employés sont bien traités, quand les politiques RH sont attractives, eh bien, les employés sont plus fidèles et sont prêts à s'impliquer dans leur entreprise quand il y a des crises. Donc les critères sociaux non seulement sont source de performance en temps normal, mais aussi source de résilience quand on est face à des crises inattendues comme celle du Covid. Voilà, ça fait une demi-heure pile poil, donc je vous remercie pour votre écoute et je vous propose de répondre à certaines de vos questions si vous en avez. Et bien sûr, vous pouvez les écrire
Mais vous pouvez aussi les dire si vous voulez vous exprimer, allumez votre micro et puis posez vos questions en direct. Alors oui, je suis arrivé un peu en retard, du coup j'ai peut-être loupé cette information, mais c'était par rapport aux critères ESG. Du coup, quels organismes se permettent du coup de donner une évaluation par rapport à ces critères? En fait, les critères ESG, c'est vraiment la base de l'investissement responsable et du coup, c'est pas, comment dire, c'est pas une chasse gardée dans le sens où il va y avoir des organismes spécialisés dans la notation, donc c'est les agences de notation extra-financières qui, elles, ça va être leur métier tout simplement de donner des notes, mais au sein des sociétés de gestion, donc qui vont créer les fonds d'investissement, les gérer, faire les arbitrages, etc., eh bien eux, ils ont leurs propres équipes d'analystes qui vont, en fonction des convictions de la société de gestion, faire leur propre analyse ESG, mettre leurs propres notes. Donc il va y avoir en fait plusieurs acteurs qui vont jouer sur ce marché et in fine, la société de gestion, elle va faire son allocation avec ses propres notes, mais en utilisant les données fournies par exemple par les agences de notation, fournies directement par les entreprises, fournies même par des ONG par exemple. Et tout ça, en fait, ce sont des données qu'elles vont agglomérer pour faire leur propre analyse et leur propre classement. Mais aujourd'hui, il existe des indices boursiers, par exemple, quand on investit en bourse, on voit souvent on parle des indices MSCI, par exemple, qui est un des plus gros fournisseurs d'indices mondiaux. Et aujourd'hui, eux, ils vont fournir aussi des indices ESG, donc où ils auront intégré directement leur notation ESG dans ces indices. Du coup, vous avez parlé des agences de notation. Ouais. Est-ce que c'est des agences qui ont été du coup créées spécialement pour ces critères et qui sont indépendantes, ou est-ce que c'est par exemple une filière de Moody's ou d'une autre agence de notation qui sont plus axées finance et qui vont déjà par le passé ont été confrontées à des problèmes de conflit d'intérêts? Alors, je dirais un peu des deux. Au départ, en fait, c'est un métier très jeune, hein, le métier d'agence de notation extra-financière, donc le marché n'est pas tout à fait figé. Et je dirais qu'il y a quelques années, quand il y a eu les premières agences qui se sont créées, c'était des initiatives indépendantes qui étaient vraiment donc spécialisées là-dessus. Sauf que en quelques années, le marché s'est beaucoup concentré et ces agences se sont faites beaucoup racheter. Et aujourd'hui, toutes les agences de type Moody's, S&P's, eh bien, elles ont racheté des agences de notation extra-financière justement pour compléter leur métier de base qui était la notation crédit. Donc aujourd'hui, il existe peu d'agences de notation extra-financières qui soient encore indépendantes. Mais bon, elles ont quand même construit leur métier pendant quelques années d'indépendance. Donc c'est compliqué de donner une réponse précise à cette question. Il peut y avoir en effet des problèmes de conflit d'intérêts peut-être, mais pour l'instant le marché est tellement jeune que c'est dur d'identifier ce type de problème. Parce que comme je l'ai montré aussi pendant la présentation, c'est pas une science exacte la notation ESG. Il y a beaucoup de différences de notation d'une agence à l'autre. Et donc, il faut travailler avec ça. Et en fait, pour remédier à ça, la plupart des sociétés de gestion françaises, en tout cas, font appel à plusieurs agences de notation. Elles ne vont pas être dépendantes d'une seule notation, mais par exemple, des gros groupes comme BNP ou Amundi qui ont des centaines de fonds, ils vont faire appel à 5, 6, 7, 8 agences de notation parfois et utiliser leurs données en fait, sachant que certaines agences de notation vont être plus ou moins spécialisées dans telle ou telle donnée. Il y en a qui sont spécialisées sur les données carbone, alors qu'il y en a d'autres qui sont plus spécialisées sur les données qui concernent la gouvernance. Donc il va y avoir tout un panel d'agences et la plupart des sociétés de gestion qui en ont les moyens, parce qu'évidemment ça se paye, eh bien, vont faire appel à plusieurs de ces agences pour ensuite faire leur propre analyse. Moi aussi, j'avais une question Oui. sur justement les types d'investissement et les critères ESG.
Et je voulais savoir si vous pensez que dans un avenir proche ou lointain, il y aura des réglementations qui justement quasiment interdiront tous les placements qui ne correspondraient pas à ces critères-là. Je ne sais pas si elles interdiront les placements non responsables, mais en tout cas, c'est sûr que la réglementation va dans le sens de les encourager, d'encourager les placements responsables, je veux dire. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va déjà assez vite. Là, en Europe, on est déjà en train de mettre en place une réglementation stricte sur tout ce qui concerne les placements verts. Donc là, on ne parle pas des critères sociaux, mais on parle des critères environnementaux, avec les travaux de la taxonomie dont vous avez peut-être entendu parler. Leur but, c'est de permettre en fait de classifier les placements verts et donc de flécher l'épargne des Européens vers ces placements en priorité. Donc ça veut dire aussi que, de fait, ça sera plus intéressant pour les entreprises demain d'être responsables, puisque ce sont les entreprises responsables qui vont bénéficier des flux d'investissement massifs qui seront permis par ce genre de réglementation. Donc là déjà, il y a un gros mouvement ESG qui s'est créé en Europe et en France en particulier. Selon les chiffres de l'Association française de la gestion, il y a déjà plus de la moitié des fonds, des encours gérés en France par des fonds qui intègrent ces critères. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont parfaits, ces fonds, mais ça veut dire en tout cas qu'aujourd'hui, dans le métier de la gestion d'actifs, c'est impossible de passer à côté de la prise en compte des critères extra-financiers. Donc ça s'est fait en quelques années, et j'imagine que ça va encore s'accélérer, et c'est en train même de dériver vers d'autres types de placements, comme les ETF par exemple, qui fonctionnent de plus en plus aussi avec une démarche responsable, alors que ce n'était pas forcément la vocation des produits à la base. Il y a eu des réglementations dans l'assurance vie qui font que les placements qui prennent en compte les critères ESG sont de plus en plus nombreux. Donc tout ça, ça va faire que même s'il n'y a pas d'interdiction d'être non responsable, eh bien le marché est encouragé fortement à adopter des pratiques durables. Parce que dans les banques de détail, par exemple, c'est encore assez rare de trouver des placements accessibles au grand public sur des types vraiment ESG. Oui, c'est sûr, mais dans les banques de détail, c'est un petit peu particulier. Déjà, les banques de détail, elles sont en restructuration massive depuis des années. Donc le personnel qui s'occupe de la clientèle lambda, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pas de la clientèle privée, eh bien, il a de moins en moins les moyens de conseiller, puisqu'il a un rôle de plus en plus commercial, tout simplement. Mais de facto, ils sont obligés de proposer des placements rentables, pas rentables mais responsables, bien que les placements responsables soient aussi rentables. Notamment dans l'assurance vie, par exemple, aujourd'hui, ils ne peuvent plus proposer de contrat qui n'a pas au moins une unité de compte labellisée ISR, parce que la loi Pacte l'oblige depuis 2020. Donc, même si le conseil prend un petit peu de temps dans la banque de détail, déjà les conseillers en banque privée ou les conseillers en gestion de patrimoine, eux, ils sont vraiment de plus en plus pointus sur les sujets de l'investissement responsable. Et dans la banque de détail, eh bien, ils vont être obligés de proposer des produits responsables puisque tout simplement, il y a de plus en plus d'obligations légales d'intégrer soit des critères, soit carrément des fonds labellisés dans les produits d'épargne. Donc tout ça, ça va dans le même sens. Oui, je me permettais de vous poser encore une question sur la régulation, justement, au niveau du choix des critères, de la façon dont finalement le reporting est fait de l'entreprise vers les agences de notation. Alors, parce que sur le plan financier, il y a déjà des lois qui font loi aux États-Unis, la loi Sarbanes-Oxley,
Mais du coup, est-ce qu'il y a des lois sur les critères ESG, des régulations en tout cas, par exemple des comités d'audit qui sont forcés d'aller justement voir si les entreprises elles sont en accord avec ce qu'elles donnent comme information, etc. À ma connaissance, non. Là, pour l'instant, les obligations d'audit, ça concerne surtout les sociétés de gestion qui demandent le label ISR, par exemple. Donc, elles vont être auditées pour qu'on vérifie qu'à chaque moment de la vie du fonds, elles prennent en compte les critères ESG. Mais je ne crois pas, et il ne me semble pas qu'il y ait d'obligations pour les entreprises. Il y a les obligations dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des obligations de reporting extra-financier, où elles doivent identifier en fait les risques les plus matériels pour leur activité, qui sont extra-financiers, et expliquer comment elles font pour les gérer. Mais c'est pas aussi facile en fait à encadrer que des résultats financiers parce que justement les données sont très hétérogènes. Les entreprises elles sont déjà soumises à beaucoup d'obligations, donc du coup les régulateurs n'ont pas forcément envie d'alourdir ces obligations. Donc en fait, on va plutôt vers une homogénéisation du marché par lui-même. Parce que les sociétés de gestion, par exemple, qui vont créer les fonds d'investissement, elles sont très demandeuses de données homogènes. Et donc, elles vont aller demander en fait aux entreprises si elles peuvent intégrer telle ou telle donnée, si elles peuvent mesurer tel ou tel indicateur. Donc là, ça va petit à petit vers une homogénéisation, mais qui n'est pas réglementaire pour le moment. Il reste 3 minutes. Peut-être, je ne sais pas si Olivia, tu m'écoutes encore, mais peut-être que tu pourrais brièvement présenter l'association, si tu veux, pour terminer. Merci beaucoup Camille, du coup, qui est effectivement une de nos membres ambassadrices. C'est tout l'objet de nos membres ambassadeurs qui font de la transmission, de la pédagogie, d'information sur les enjeux de finances responsables. Et puis, notre association, en fait, n'a vocation déjà à s'adresser qu'aux personnes physiques, mais elle peut s'adresser à tout le monde, surtout au niveau des adhérents. Membres ambassadeurs, c'est vraiment des personnes qui sont engagées, des professionnels qui connaissent déjà tous ces sujets par cœur et qui ont à cœur de communiquer, sensibiliser, former sur toutes ces importances, notamment cette transition sociale et environnementale. Et donc, on pense que, effectivement, la finance est un acteur majeur, clé, qui doit s'embarquer dans cette aventure de transition. Donc voilà, si ça vous intéresse un petit peu plus, je pourrais refaire une présentation plus détaillée sur nos actions, sur notre communauté, comment ça fonctionne sur le stand. Comme ça, je fais un petit truc un petit peu groupé. Voilà, merci beaucoup Camille. Merci à toi Olivia et merci à tous les participants. Je vous souhaite une bonne après-midi et n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions.